Bonsoir. La mort d'une adepte de la croissance personnelle des suites d'un rituel de sudation soulève de nombreuses questions sur cette pratique. Une thérapeute qui offre de telles séances nous dit pourquoi elle le fait et parle des risques. On va parler de croissance personnelle ce soir parce que au mois de juillet dernier, on l'a appris récemment, une femme a perdu la vie alors qu'elle subissait un rituel de sudation. Alors, elle se faisait suer littéralement, semble-t-il, pour libérer ses toxines. Enfin, on va essayer de comprendre c'est quoi ce processus-là. Et en bout de course, elle a été littéralement cuite. C'est vraiment, elle a perdu la vie parce qu'elle a été surchauffée. À quoi ça sert? À quoi ça sert la sudation? Pourquoi il y a des gens qui s'embarquent dans ce genre de thérapie-là? On va en parler avec Pascale Piquette, qui elle-même organise ce genre de thérapie-là. Elle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Denis. Alors, qu'est-ce que c'est que la hutte de sudation? Oui, et la différence avec ce qui s'est produit, la hutte de sudation n'est pas un emballage dans de la boue avec du cellophane autour, c'est pas du tout ça. La sudation, c'est être dans le ventre de la terre et le ventre de la mer. C'est une hutte qui est faite à l'origine en peau, c'est une cérémonie amérindienne. Je tiens à préciser que je n'ai pas du tout la prétention de conduire une cérémonie amérindienne, je m'en suis inspirée dans mes pratiques à moi pour du coaching. Donc la sudation, c'est comme on le sait par les Suédois ou ce qui vient des Incas, c'est juste une façon de purifier le corps. Mais en plus, on a cet aspect où le conscient cherche des repères qu'il ne trouve pas, parce qu'on est dans le noir complet, et le corps transpire. Donc, on fait de l'hypnose. En ce qui me concerne, je fais de l'hypnose. Parce que c'est ça, j'allais vous dire, de la sudation, on fait du jogging, puis on va suer pas mal. Je veux dire, les toxines, tout à fait. On libère les toxines en faisant du jogging. Absolument. Donc, c'est le concours de plusieurs phénomènes. C'est-à-dire qu'on a l'énergie de la Terre, on a des pierres à l'intérieur qui chauffent avec de l'eau. On chauffe des pierres dans le feu sacré à l'extérieur et on met de l'eau dessus. C'est dans une tente, ça? C'est dans une hutte. Est-ce qu'on a une photo, quelque chose, pour qu'on ait une idée plus concrète de ce que ça peut être, là? Voilà. Okay. C'est la hutte de sudation qui est chez moi, qui a été faite par des Amérindiens. Ce sont eux qui m'ont montré la cérémonie. Et c'est par rapport à cette cérémonie-là que j'ai repris ce processus-là. Alors, comment ça se passe? Moi, j'arrive là. Comment ça fonctionne? Eh bien, nous allons rentrer après un rituel particulier. On va faire une offrande au feu, on va offrir des fruits et puis du tabac. On va faire le tour des 4 points cardinaux. Mais à l'intérieur, ce qui va se produire, c'est que déjà, c'est quelque chose de prodigieux que de se mettre dans une situation où on n'a pas l'habitude. Le noir complet, on n'a pas l'habitude. Et le noir complet plus la chaleur, on a encore moins l'habitude. Parce qu'il fait vraiment très chaud là-dedans? Ça va tranquillement. Il y a 4 portes. Donc on rentre 7 pierres à chaque porte. Et en fait, je vais parler, je vais faire de l'hypnose tout simplement parce que mes clients vont être en transe instantanément. C'est-à-dire qu'ils sont dans un univers qu'ils ne connaissent pas et le subconscient est réceptif. C'est de l'hypnose thérapeutique tout simplement. Mais les risques, vous dites ça chauffe beaucoup. Ça va progressivement. La femme, Mme Lavigne, est morte cuite littéralement parce qu'il faisait trop chaud. Mais c'est pas du tout le même principe parce qu'elle, on sait que la peau doit respirer, donc la couvrir debout dans un papier cellophane plus un carton sur la tête, on s'entend que je ne sais pas à quel rituel ça appartient, mais c'est dangereux. Mais c'est le même processus. Ce qu'elle voulait, c'était suer, je présume, puisque c'est une thérapie de sudation. J'imagine, mais on n'a pas le respect de la personne, parce que moi, je n'oblige pas mes clients à rester dedans. C'est-à-dire que c'est en fonction de leur rythme à eux. C'est déjà un énorme travail pour eux que de rentrer dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a une porte ouverte, ils peuvent sortir si paniquent ou on Absolument. Absolument. On va dans le respect de chaque personne. On va à la vitesse de chaque personne. Mais là, ça donne quoi, là? Avant d'aller dans le milieu, juste faire des cérémonies puis mettre des bananes, etc. Je veux dire... Des bananes? Ben, vous avez parlé de fruits, là. Oui, non, c'est des pommes. Des pommes et du tabac. Mais croyez-vous vraiment au Dieu amérindien? Je respecte le rituel. Là, je ne rentre pas dans ce genre de processus. Alors pourquoi je faire respecte. Le rituel de base? Parce que, je vais vous expliquer, ça vous met en transe. C'est une chose qui vous permet de vous concentrer. Et c'est très bien fait parce que c'est très efficace. Vous avez une concentration, vous ramenez à vous-même. L'hypnose de la banane. Vous savez de la banane pour hypnoser? De la pomme. Ah, de la pomme. De la pomme. Mais là, vous faites quoi avec la pomme? On les met en petits bouts, puis on le jette dans le feu. Mais les fruits, le tabac, ça respecte le rituel. Mais c'est juste pour faire comme les Amérindiens, mais vous prétendez pas qu'il y a des esprits
là. Non. Je suis très respectueuse du rituel parce que j'ai réalisé que ce rituel-là, tout le rituel permet à la personne de se centrer sur elle-même et ensuite de travailler sur elle, mais à travers l'hypnose thérapeutique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est fait dans le plus pur respect de la personne. C'est pas à moi de leur dire combien de temps ils vont rester là-dedans. Le danger, c'est quand vous remettez votre vie entre les mains de quelqu'un qui va décider de votre résistance. Comment c'est possible? Parce que vous ne connaissez pas la capacité physique de chaque personne. Donc vous les mettez en danger. Alors, il peut faire combien là-dedans, là, quand toutes les pierres chauffent là, en même temps? Oh, on peut monter à des 50 degrés. 50 degrés? Oui, mais on s'entend que les personnes peuvent boire à l'intérieur de la... je les empêche pas de boire. Et on peut rester combien de temps à 50 degrés comme ça? Là? Mais c'est à la fin que ça monte à 50 degrés. Hein. Ça va progressivement. C'est très très progressif et il faut savoir que la hutte est faite de façon à ce que ce soit des couvertures et ça respire. Il y a de l'air qui circule, c'est pas comme dans du cellophane et de la boue. Et ça dure combien de temps? Ça dépend des personnes qui sont là. En général, il y a 9 personnes qui vont rentrer avec moi. En même temps? Oui. Oh. Et ça dépend de si une personne souhaite sortir. Ça ne va pas sentir bien bon, 9 personnes à 50 degrés. Je l'attendais celle-là. Eh bien non. C'est de la sudation, à moins que tout le monde mette du Manen ou du Speed Stick Plus. Non, j'ai la solution. C'est amérindien une fois de plus. C'est du cèdre. On coupe du cèdre et je vous assure, ça vous tente l'expérience un jour. On met du cèdre en dessous des bras. Non, pas en dessous des bras. Sur le sol, c'est bien suffisant. Et je tiens à dire qu'on ne rentre pas tout nu parce qu'il y a des personnes qui s'imaginent qu'on rentre tout nu, ça non plus. Donc on rentre avec un t-shirt et un short. On met du cèdre sur le sol. Et c'est fait dans le plus pur respect et bizarrement, étrangement, ça ne sent pas mauvais. Donc, ce que je veux dire... Un sort après l'autre, c'est pas tout le monde qui éprouve le besoin de sortir en même temps. Ça dépend, si quelqu'un a besoin de sortir, il va sortir, on va attendre qu'il se remette, parce que vous savez, il y a des émotions qui remontent, donc c'est pas uniquement la chaleur qui va rendre les choses inconfortables, il y a des émotions qui remontent, donc j'assiste à des personnes qui éclatent en sanglots et qui ont besoin de se reprendre un petit peu, donc je les laisse sortir, puis elles reviennent, puis on continue la cérémonie. Mais est-ce parce qu'elles sont hypnotisées ou parce qu'elles meurent de chaleur, qu'elles ont des sanglots? C'est quoi? C'est parce que ce sont des émotions qui remontent. Il faut oublier que le conscient n'est plus là, donc on va travailler, vous êtes face à votre subconscient. Puis là, c'est pas des esprits ou quoi que ce soit, c'est de l'hypnose pure. Donc, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? C'est de mettre le conscient de côté pour aller parler au subconscient directement. Vous êtes une mesmère, mais au lieu de travailler au Centre Bell, vous travaillez dans le temps. Non, moi je fais de l'hypnose thérapeutique, pas du show business. Alors, mais vous avez appris ça où? C'est quoi la formation? C'est de l'hypnose ericksonienne, ça fait partie de la PNL, programmation neurolinguistique. Donc tout ça est un ensemble qui me permet... Ou quelque chose non, je suis coach de réussite. Oh! Mais c'est ça qui est dénoncé souvent, c'est que les gens n'ont pas de formation, ils s'appellent coach ou je ne sais pas, thérapeute, juste thérapeute en général, puis ils imposent toute thérapie qui, justement, relève plus de la patente à gosse qu'autre chose. Oui, mais je fais partie de la Corporation des praticiens en médecine douce du Québec, donc je suis reconnue comme psychothérapeute. Et je peux émettre des reçus en naturopathie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Mais la femme qui a fait cuire la madame, là, je veux dire, elle était sûre que ça marchait, ces affaires-là. Elle avait appris ça de quelqu'un. C'est bien le drame. Je ne sais pas de quoi elle était sûre, mais quand vous remettez votre vie entre les mains de quelqu'un, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, mon métier, c'est de rendre les gens autonomes. C'est de leur rendre le pouvoir de leur propre vie. C'est pas de leur permettre de mettre leur vie entre les mains de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que ça donne en bout de course? Passer 1 heure, 2 heures, 3 heures? Oui, ça peut être 2-3 heures, mais on sort, on revient, on sort, on revient. En bout de course, ça va aller chercher des émotions, ce qu'on appelle la purification, c'est-à-dire que ça va les défaire des nœuds, il y a des déclics qui vont se produire. Une dame, par exemple, qui était claustrophobe et qui avait vécu la Deuxième Guerre mondiale, a eu le courage de rentrer avec moi dans l'INIPI et elle a réglé ce problème de claustrophobie. Il y a beaucoup de personnes qui ont des choses à régler de toutes sortes. Mais il y a des gens, j'ai eu des psychologues qui font de l'hypnothérapie. Oui. Vous allez dans un bureau, et puis ils font de l'hypnose, et en principe, c'est exactement le même résultat. Ils s'en vont pas suer à 10 oui, mais là, vous avez une réaction du corps aussi, ça purifie, on s'entend, effectivement. Le sauna par lui-même purifie. Donc, c'est un ensemble de choses qui font qu'on va avoir un travail plus efficace. C'est un petit peu au-dessus de l'hypnose en bureau. Oui, disons que parce qu'on sue en même temps. Donc, un psychologue qui fait de l'hypnose travaillerait dans un sauna, ce serait le même résultat? Non, parce qu'il manque le rituel. Vous savez, le subconscient ne fait pas la différence entre ce que vous voyez et ce que vous créez. Et ce rituel-là, c'est important
C'est important parce que oui, parce que c'est efficace. Et puis j'ai des clients qui vous le diront. C'est efficace, mais c'est fait dans le respect de la personne. Alors, si vous dites avoir consulté des Amérindiens sur les cérémonies qui avaient cours à l'époque, est-ce que vous jouez la chamane? Est-ce que vous invoquez des esprits? Faites-vous des danses du feu? Non, du tout, absolument pas. Non, non. Alors, c'est quoi le rituel à part la pomme? Eh bien, c'est de faire le tour des 4 points cardinaux, de mettre des fruits puis du tabac dans le feu, avant de rentrer en suivant toujours un cérémonial, en suivant une trajectoire précise. Puis ensuite, on s'installe dans l'inipi. Et puis après, c'est très bon enfant, c'est très décontracté. Puis quand la porte se ferme et que les pierres sont rentrées, la chaleur commence à monter. Et simplement, c'est un environnement différent qui fait appel plus à la nature qu'à un bureau. Vous savez, les clients, quand ils arrivent dans un bureau et qu'ils sont assis sur un fauteuil ou sur un canapé, c'est différent que d'être dans la nature. Il y a un autre événement qui se produit, c'est qu'il y a la synchronicité du groupe. Quand vous avez 8-9 personnes qui sont là, il y a une solidarité qui se crée aussi. Donc à l'origine, c'est l'énergie des êtres humains qui sont là, puis l'énergie de la terre, l'énergie de l'air, et puis de l'eau et des pierres. On voit la photo là, près de la rivière. Après, on va se jeter dans la rivière après pour se rafraîchir. Pour se rafraîchir. Est-ce que vous travaillez l'hiver? Ça m'est arrivé. Oui, parce que ça doit rafraîchir assez carrément. On se roule dans la neige, parce que côté lac, c'est un petit peu gelé. Dites-moi, ça coûte combien, ça? Ça fait partie du coaching. Donc c'est un processus. C'est Parce que ce que j'offre c'est à mes le clients. nerf de la guerre. Moi, il m'arrive de vous parler de toutes sortes d'affaires particulières. Quand on arrive dans les coups, là, c'est toujours là où ça dépend, peut-être, on ne sait pas trop. Mais dans le fond, le but de la manœuvre, vous voulez faire de l'argent avec ça, vous, là? Oui, je ne vis pas que d'amour et d'eau fraîche. Oui, mais c'est normal. Mais ça coûte combien? Je pense que toute peine mérite salaire et qu'en psychothérapie, ça fait partie d'un processus. Je l'offre qu'à mes clients. Ça, c'est important à comprendre. Okay, donc vous les recevez dans vos bureaux. Oui. Et vous avez une relation de thérapeute avec eux. Et à un moment donné, vous dites, ça le temps qu'on aille sous la table. Non. Ils savent que je propose ce genre de cérémonie. Ils le font s'ils veulent. Et c'est quelque chose, un supplément si vous voulez, mais non, ils ne sont pas du tout obligés. Et de l'ordre de combien? Ça peut coûter combien? $180. Par personne? Oui. Donc, comme vous en avez une dizaine, vous faites 1800 $. Oui, j'ai mon gardien du feu, puis il y a le matériel. C'est payant quand même? Oui, mais l'abondance, on doit ouvrir les mains à l'abondance. La critique qu'on entend souvent sur les techniques de croissance personnelle, et j'ai tendance à y adhérer, c'est que vous avez comme une clientèle qui court après sa queue. Quelqu'un qui essaye ça va essayer le yoga, va essayer le schling-schlung, puis le xing-chi, puis tout. Et c'est comme si c'était quelqu'un en attente d'une sainte révélation, puis ça arrive jamais, puis ils essaient toujours un tas d'affaires qui coûtent 180$ tout le temps. Oui, sauf que en ce qui me concerne, en général, c'est vraiment là qu'ils vont retrouver les solutions, parce qu'ils ont fait tout le processus que vous évoquiez tout à l'heure. C'est quelque chose de très sérieux que j'offre et j'ai des clients qui pourront vous le certifier. Et vous reconnaissez qu'il y a des gens qui sont constamment à la recherche de la panacée. Mais ils sont mal dans leur peau, puis ils pensent qu'à suer, à manger du raton laveur ou à invoquer les aigles. Mais quand une dame accepte d'être enveloppée dans de la boue, dans du cellophane avec un carton sur la tête, je comprends, moi, la souffrance qu'elle essaie d'extraire de son intérieur, je la comprends. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont profiter de cette détresse-là. Je le sais. Et j'ai été moi-même, vous vous souvenez, j'ai été moi-même en souffrance, mais je ne serais jamais rentrée dans des choses pareilles parce que c'est remettre sa vie entre les mains de quelqu'un. Or moi, ce que je prône, c'est l'autonomie, c'est que chaque personne soit responsable de sa vie. Donc quand on va vers des techniques pareilles, on a une telle souffrance qu'on va être tellement crédule qu'on tombe sur quelqu'un qui va décider combien de temps vous allez rester dans la boue et combien de temps vous allez rester dans le cellophane et dans la boîte en carton. Alors comment faire pour être sûr qu'on n'est pas tombé sur il y a des méchants puis des bons? Qu'est-ce qui me dit que vous n'êtes pas un méchant? Comment on fait pour savoir si... c'est une bonne question. Vous allez sur mon site, vous lisez mes livres, vous écoutez mes émissions de radio, puis je pense que, M. Weck, vous n'inviteriez pas des charlatans. Je suis quand même répertoriée à la Corporation des médecines douces et ça fait 10 ans que je travaille dans ce métier-là. Si j'étais un charlatan... Mais comment ça vous est venu l'idée de la sudation? Parce que vous avez écrit un livre, Gagner au jeu des échecs amoureux. J'avais reçu, à un moment donné, vous m'aviez dit que vous étiez... Oui. Vous étiez abstinente depuis un certain nombre d'années. Oui. Oui, c'était pour le syndrome de Tarzan, effectivement, où je parlais de la lutte de sudation dans ce livre-là. Et on avait eu une conversation intéressante sur un certain nombre de valeurs. Mais qu'est-ce qui vous a fait passer
passer de j'observe la vie en général, puis là, ben, je vais demander de l'argent pour suer. C'est quoi? Là? Non. Ça fait partie d'un processus de coaching, ça fait partie d'un processus de croissance personnelle. Si vous résumez ça, je demande de l'argent pour suer, c'est sûr que là, vous me faites jouer dans des ligues. Oui. Franchement, oui. Donc, ça fait vraiment partie d'un processus, il faut le comprendre. J'attire pas la clientèle pour les faire cuire, comme vous dites. C'est à leur convenance et c'est surtout dans le respect de la personne humaine. C'est de la croissance personnelle, pas de la décroissance personnelle. Mais il paraît que vous êtes meilleur que moi pour faire suer le monde. C'est vrai que parfois je les agace. J'agace mes clients parfois, c'est vrai, mais pour les bonnes raisons. Merci beaucoup, Mme Avec Piquet, plaisir. justement, qui a écrit « Gagner au jeu des échecs amoureux » aux éditions Michel Lafon également, là, en ce qui concerne justement, je dirais, l'autre pan de votre pratique.